1968. Un film sur des singes qui parlent sort dans les salles américaines. Personne à Hollywood n'y croit vraiment. Et pourtant, ce film invente en une seule scène finale l'un des plus grands twists de l'histoire du cinéma, celui de la Statue de la Liberté, à moitié enterrée dans le sable. Mais ce que vous avez vu au cinéma n'est pas ce qui devait arriver. Il a existé une autre fin. Une fin plus sombre, écrite par le créateur de la 4e dimension en personne, jugée trop dérangeante, trop coûteuse, trop radicale pour le grand public de l'époque. Cette fin a été enterrée, littéralement mise dans un tiroir pendant des décennies. Voici 18 vérités cachées sur la planète des singes, y compris la fin interdite que le studio a préféré effacer, et qui n'est réapparue au grand jour que 50 ans plus tard, presque par accident. Abonnez-vous, parce que ce genre d'histoire de cinéma oubliée ne se raconte pas deux fois. Numéro 18. Sur le plateau, à l'heure du déjeuner, il se passait quelque chose que personne n'avait prévu. Les acteurs déguisés en chimpanzés mangeaient avec les chimpanzés. Les gorilles mangeaient avec les gorilles. Les orang-outans restaient entre eux. Et les humains, de leur côté, s'installaient seuls. Charlton Heston lui-même a raconté cette scène, incapable de l'expliquer. Personne n'avait donné de consignes. Personne n'avait dessiné de plan de table. C'est le costume qui a décidé, pas la personne qui était dessous. Une expérience sociale involontaire, née d'un plateau de tournage, et personne n'a jamais vraiment su pourquoi. Numéro 17. Le studio ne voulait pas de ce film. Trop risqué, trop ridicule sur le papier. Pour convaincre la Fox, le producteur organisa un test d'écran en 1966. 10 minutes de pellicule où l'on voyait Charlton Heston face à un orang-outan en costume. Si quelqu'un rit en visionnant ces images, le projet meurt. C'est ce qu'on avait dit au producteur. L'acteur choisi pour porter ce costume s'appelait Edward J. Robinson, une légende du cinéma américain. Mais Robinson refusait de se raser la barbe pour laisser passer le maquillage. Le maquilleur en chef finit par trancher. Il faut s'en débarrasser. Robinson quitta le projet quelques semaines avant le tournage, officiellement pour des raisons de santé. Le rôle revint à Maurice Evans. Une barbe a failli faire capoter tout un genre cinématographique. Numéro 16. Dans les premières versions du scénario, la société des singes n'était pas seulement hiérarchisée par intelligence. Elle l'était par couleur. Les orang-outans, les plus clairs, dirigeaient. Les chimpanzés, couleur intermédiaire, faisaient de la science. Les gorilles, les plus sombres, formaient la troupe armée et faisaient le sale boulot. Le scénariste avait même prévu une 4e caste, les babouins, tout en bas de l'échelle, opprimés par tous les autres. Une scène les montrait en pleine manifestation, portant des pancartes. Liberté maintenant, fin à la discrimination. Cette scène ne fut jamais tournée. Trop explicite, trop proche de l'actualité américaine de 1967. Le film garda l'allégorie raciale, mais retira la pancarte. Il préféra le sous-entendu au slogan. Numéro 15. Une phrase, une seule, a fini par résumer tout le film dans la mémoire collective. Enlevez vos sales pattes de moi, sale singe. Elle est devenue culte, citée, parodiée, imprimée sur des t-shirts pendant 50 ans. Ce que peu de gens savent, c'est que le film obtint malgré tout la classification la plus permissive possible aux États-Unis, celle réservée aux œuvres tout public. Un film qui montre des humains empaillés, chassés au fusil, castrés de leur voix par une opération, jugés adaptés à toute la famille. Le comité de censure regardait des costumes de singes et ne voyait pas la violence en dessous. L'allégorie a un avantage. Elle passe sous les radars de ceux qui refusent de la lire. Numéro 14. 112 minutes de film et une seule image reste vraiment gravée. Une tête de statue, à moitié rongée par le sel et le sable, dressée sur une plage déserte. Cette tête, fabriquée en résine et en fibre de verre pour les besoins du tournage, n'était pas destinée à survivre au film. Elle fut pourtant conservée, restaurée, exposée dans des musées consacrés au cinéma, vendue aux enchères des décennies plus tard pour des sommes qui auraient fait rire n'importe quel comptable de la Fox en 1967. Un accessoire de plateau, pensé pour durer le temps d'une scène, est devenu l'un des objets les plus reconnaissables de l'histoire du 7e art. La liberté, en ruine, vaut aujourd'hui plus cher que jamais. Numéro 13. Aucun studio ne voulait signer. Un film sur des singes qui parlent,
ça sentait le ridicule à plein nez, et les dirigeants de la Fox le répétaient à qui voulait l'entendre. Le budget final s'établit à 5 800 000 $, une somme raisonnable pour l'époque, mais empruntée avec la peur au ventre. Le studio réduisit délibérément l'ambition technologique de la civilisation des singes pour économiser sur les décors. Moins de voitures, moins de gratte-ciel, plus de simplicité rurale. Un choix budgétaire, pas artistique. Le film rapporta plus de 33 millions de $, rien qu'aux États-Unis. Un pari que personne ne voulait prendre a fini par financer 4 suites. Numéro 12. Son nom n'apparaît sur aucune affiche. Et pourtant, sans lui, ce film n'existe tout simplement pas. John Chambers dirigea une armée de 80 maquilleurs pour transformer plus de 200 comédiens en primates crédibles chaque jour pendant tout le tournage. Ces appliqués en mousse de latex permettaient aux acteurs de manger, de parler, de montrer des émotions sous plusieurs couches de prothèses. À l'époque, il n'existait même pas de catégorie aux Oscars pour récompenser ce métier. L'Académie dut en inventer une, spécialement pour lui, sous forme d'un Oscar d'honneur. Un homme sans catégorie a forcé l'industrie entière à en créer une. Numéro 11. 2 ans avant de sculpter des visages de singes, John Chambers avait déjà changé la culture populaire sans que personne ne le sache. Ce sont ses mains qui avaient façonné les oreilles pointues d'un certain officier vulcain dans une série de science-fiction tournée pour la télévision. Le même artisan, avec les mêmes outils, a donc donné à l'humanité à la fois l'un des visages les plus rationnels de la science-fiction et l'un des plus sauvages. 2 icônes générationnelles sorties du même atelier, à quelques années d'écart. Personne, à l'époque, n'aurait parié 1 centime sur l'idée que ces prothèses en mousse allaient façonner l'imaginaire de plusieurs générations entières. Numéro 10. Le scénariste principal du film venait tout juste de terminer 5 années à la tête d'une série culte sur les mondes parallèles et les retournements de situation. Et ça se voit. La fin du film, ce basculement où l'on comprend que le héros n'a jamais quitté la Terre, avait déjà été testé, presque à l'identique, dans un épisode diffusé 8 ans plus tôt. Un astronaute s'écrase sur une planète inconnue, erre dans un désert hostile, avant de découvrir des poteaux téléphoniques et un panneau indiquant la direction d'une ville du Nevada. Il n'avait jamais quitté son propre monde. Le scénariste a recyclé sa propre idée, l'a polie pendant des années et lui a donné une statue en guise de panneau routier. Numéro 9. Pendant 30 ans, une question a empoisonné les cercles de cinéphiles. Qui a vraiment écrit cette fin devenue légendaire ? Le générique crédite 2 noms, mais les archives racontent une histoire plus compliquée. Le premier scénariste posa les bases, structura le basculement final, imagina l'idée du retour sur Terre déguisée en planète étrangère. Le second reprit son travail, réécrivit presque tous les dialogues, simplifia la société des singes pour tenir le budget et signa la version définitivement tournée. Des chercheurs ont dû comparer une 12aine de versions du script, conservées dans des archives séparées, pour tenter de déterminer qui devait vraiment porter le crédit de cette scène devenue mythique. Même les historiens du cinéma ne sont toujours pas tout à fait d'accord. Numéro 8. Vous connaissez cette scène. Le camion militaire traverse enfin la cité des singes et le spectateur découvre, en même temps que Taylor, une ville primitive, de la pierre, du bois, quelques structures rudimentaires. De la boue séchée, des toits de chaume, des singes qui vivent à peu près comme des humains du Moyen-Âge. Mais dans le tout premier scénario écrit pour ce film, cette scène ne ressemblait à rien de tout cela. Le camion roulait devant des vitrines de magasins avec des mannequins singes en devanture. Des chimpanzés marchaient sur des trottoirs animés. Un policier gorille réglait la circulation au carrefour. Une affiche de cinéma annonçait un film romantique avec 2 singes enlacés sur le poster, comme une parodie exacte d'un boulevard hollywoodien. Une civilisation aussi avancée, aussi ironiquement proche de la nôtre que la nôtre. Imaginez le choc visuel que cela aurait produit à l'époque. Un miroir presque parfait de l'Amérique de 1967, avec des feux de circulation
et des files d'attente devant les cinémas. Cette version fut jugée totalement irréalisable, bien trop chère à construire pour un studio qui hésitait déjà à financer le film. Chaque voiture, chaque devanture, chaque figurant supplémentaire représentait des semaines de fabrication en plus pour l'équipe de John Chambers déjà débordée. Le camion fut redirigé vers un décor beaucoup plus simple, construit sur un ranch californien plutôt que dans un studio de rue urbaine. Et une ville miroir de notre propre modernité disparue, remplacée par des huttes pour une raison qui n'avait strictement rien d'artistique. L'argent, encore et toujours, a redessiné la géographie entière de cette planète. Numéro 7. Dans le film que vous connaissez, Taylor meurt à genoux devant la statue brisée, seul face à sa découverte, et l'écran se ferme sur ce silence écrasant. Mais un des tout premiers brouillons envisageait une fin différente, presque optimiste. Taylor mourrait bien, tué par les singes, oui, mais Nova, sa compagne humaine, muette et primitive, s'échappait avec lui, à l'intérieur d'elle, un enfant à naître. Un fragment d'espoir, une promesse que l'intelligence humaine pourrait un jour renaître. Cette version fut écartée au profit d'un désespoir total, sans filet, sans lendemain. Le studio comprit que le vertige valait mieux que la consolation. La sortie du film tomba en pleine période de bouleversements sociaux aux États-Unis, une semaine à peine avant l'assassinat de Martin Luther King. Une fin d'espoir aurait sonné faux à ce moment précis de l'histoire américaine. Le désespoir, lui, tombait juste. Numéro 6. Regardez à nouveau la scène du tribunal, celle où les 3 juges singes adoptent la posture du ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire. Cette image, devenue un mème bien avant l'invention du mot, ne figurait dans aucun scénario officiel signé par les 2 auteurs crédités. Elle fut ajoutée en cours de tournage, une improvisation visuelle glissée entre 2 prises. Un clin d'œil calligraphié directement dans la mise en scène, sans jamais passer par une ligne de dialogue. La révélation la plus célèbre du film n'est pas écrite dans les pages du script. Elle est cachée dans la posture de 3 acteurs immobiles pendant à peine 3 secondes à l'écran. Numéro 5. Une théorie fascinante circule depuis des années chez les lecteurs les plus attentifs du roman original. Le livre de Pierre Boulle, publié 5 ans avant le film, ne se termine pas du tout de la même manière que le long métrage. Sans dévoiler tous les détails de cette conclusion littéraire, disons simplement qu'elle referme l'histoire sur un vertige narratif différent, où le lecteur lui-même finit par douter de qui, exactement, est en train de raconter cette aventure. Certains fans soutiennent que cette fin littéraire est en réalité plus radicale encore que celle du film, parce qu'elle ne se contente pas de piéger le héros, elle piège le lecteur. Le scénariste principal connaissait bien ce texte, et une partie de son inspiration en vient directement. Boulle lui-même se montra longtemps sceptique sur la possibilité d'adapter son roman au cinéma, convaincu qu'aucune image ne pourrait rendre justice à ce dernier retournement. Numéro 4. Le 8 février 1968, le film sort en avant-première à New York. 2 mois plus tôt, un autre monument de la science-fiction venait de débarquer sur les écrans, réalisé par un certain Stanley Kubrick, avec ses propres singes en ouverture et son propre monolithe final. 2 visions radicalement opposées de l'avenir humain sortaient à quelques semaines d'intervalle. L'une optimiste et cosmique, l'autre désespérée et terrestre. Le public de 1968 eut donc le choix entre 2 fins du monde différentes la même saison. Il choisit les 2. Les 2 films marquèrent leur génération, chacun à sa manière, et aucun des 2 studios n'avait planifié cette collision. Le hasard du calendrier a offert au cinéma l'un de ses plus grands duels philosophiques, sans que personne ne l'ait vu venir. Numéro 3. Voici la connexion que presque personne n'associe à ce film. L'homme qui a sculpté les visages de singes a eu, plus tard dans sa carrière, un client bien plus discret que la Fox, la Central Intelligence Agency. Sous le nom de code Jérôme Calloway, ce même maquilleur a formé des agents secrets à changer de visage sur le terrain, à l'étranger, en pleine guerre froide.
personne chez les autres artisans du cinéma ne savait exactement ce qu'il faisait de ces week-ends. En 1980, en pleine crise des otages en Iran, il fut appelé pour une mission bien réelle, cette fois avec des vies humaines directement en jeu. Créer de toutes pièces une fausse société de production hollywoodienne, avec un faux film de science-fiction, un faux titre, de fausses cartes de visite, de fausses publicités publiées dans la presse spécialisée, pour exfiltrer 6 diplomates américains cachés à l'ambassade du Canada à Téhéran. Le nom de ce faux tournage ? Argo. Un clin d'œil, dit-on, à sa blague préférée. L'agence lui remit sa plus haute distinction civile pour ce travail, restée classée secrète pendant près de 20 ans. Cette opération a été portée à l'écran des décennies plus tard, sous le même titre, Argo, récompensé de l'Oscar du meilleur film en 2013. Un homme qui maquillait des acteurs en singes a littéralement sauvé des vies humaines en maquillant une mission d'espionnage en tournage de cinéma. L'histoire n'invente jamais rien d'aussi improbable que la réalité. Numéro 2. Avant que Michael Wilson ne reprenne l'écriture, le tout premier scénariste engagé sur ce projet avait rédigé une fin encore plus radicale que celle que vous connaissez. Cet homme venait de passer 5 années à raconter des histoires où la réalité se retourne brutalement contre ses personnages, à la télévision chaque semaine. Sa version du film poussait le vertige encore plus loin que la simple découverte de la statue. Le studio jugea l'ensemble trop cérébral, trop éloigné du grand spectacle populaire qu'on attendait pour rentabiliser un budget déjà serré. Cette version fut mise de côté, jugée inadaptable, et le poste de scénariste changea de main. L'auteur original ne verra jamais sa propre vision portée à l'écran de son vivant. Numéro 1. Et voici la fin interdite elle-même. Le scénario original du créateur de la 4e dimension resta enfermé dans des archives privées pendant près de 50 ans, connu seulement de quelques chercheurs et de la famille de l'auteur. Pas de fuite, pas de copie qui circule sous le manteau parmi les cinéphiles, rien. Un texte entier disparu de la circulation alors que le film qu'il avait contribué à lancer devenait un pilier absolu de la culture populaire mondiale. Ce n'est qu'en 2018, 50 ans après la sortie du film, qu'une maison d'édition spécialisée transforma ce script abandonné en roman graphique, donnant enfin un visage à des scènes que personne n'avait jamais vues. La cité des singes moderne, les mannequins en vitrine, le policier gorille au carrefour. Tout ce qui avait été jugé trop coûteux, trop cérébral, trop dérangeant pour 1968 est apparu, 50 ans plus tard, sous forme de dessins imprimés. Aujourd'hui encore, 58 ans après la première projection, la grande majorité du public qui connaît la Statue de la Liberté à moitié ensevelie ignore totalement qu'une toute autre porte d'entrée dans cette histoire avait été écrite, refusée, puis rangée dans un tiroir pendant un demi-siècle. Le film que le monde entier a vu n'est qu'une des versions possibles de cette histoire. La version interdite existait déjà, complète, cohérente, prête à être filmée dès 1965. Elle a simplement attendu son heure. Elle l'attend encore, aujourd'hui, d'être vraiment découverte par le grand public. Une allégorie sur le racisme, la religion, la guerre nucléaire et l'orgueil humain, déguisée en film de monstre pour faire passer la pilule. Voilà ce que les studios ont fini par accepter de financer, presque malgré eux, en 1968. L'ironie, c'est que le film qui montrait à quel point l'humanité refuse de voir ses propres erreurs, a lui-même vu sa fin la plus honnête, écartée pour les mêmes raisons. Si vous aviez eu le scénario original de Serling entre les mains en 1965, l'auriez-vous tourné tel quel, ou auriez-vous vous aussi préféré la version plus commerciale ? Dites-nous en commentaire quelle révélation vous a le plus surpris, likez cette vidéo si cette plongée dans les archives vous a plu, et suggérez-nous le prochain classique à décortiquer. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire du cinéma